Alors, ce qu'on vous propose pour ce panel, c'est 3 parties. Une première partie où on prendrait quelques minutes, 3 minutes peut-être par conférencier. OK. Pour faire les... Merci, Tommy. Alors, on prendrait 12 minutes pour faire le rappel des points forts et les faits saillants de chacune des conférences. On se résume. Ensuite, on aurait un 30 minutes sur les questions du public. Je vous propose d'y aller avec une question et à qui elle s'adresse euh, pour les gens en ligne et pour les gens là, qui sont en présence. Et on aura une ou deux réponses tout au plus par question. Et ensuite, on va se garder une troisième partie, peut-être un 15 minutes, sur si on se projette dans le futur, que fait-on avec les écrans et comment voit-on les choses pour demain? C'est bon? Fait que, il y a déjà un micro sur ta chaise. Tu veux venir prendre place, Andrea? Alors, je pense qu'on va commencer par Félix. Oui? Donc, première partie, c'est qu'il faut résumer ce qu'on Oui? a dit ce matin Un peu les faits saillants de votre conférence. En 3 minutes. en 3 minutes. On va le faire en deux. Ça peut être en deux ou en une. Oui. Donc, comme je l'ai présenté ce matin, je dirais qu'un des faits saillants de la conférence que j'ai donnée, c'est de montrer à quel point l'utilisation des écrans est quelque chose de complexe, qu'on ne peut pas s'intéresser seulement qu'au temps d'écran. Il faut s'intéresser au contexte, au moment, à la nature de ces interactions-là avec les outils technologiques pour bien comprendre effectivement quelle est l'origine des méfaits que peut causer cette utilisation-là. C'est certain que moi, puis ce matin, en fait, je me suis fait inviter beaucoup dernièrement pour parler des écrans, puis à chaque fois, je me sens un peu un imposteur parce que c'est pas mon sujet principal de recherche, qui est vraiment l'adoption d'un mode de vie physiquement actif. Et c'est pourquoi je veux ramener sur les éléments essentiels de ma présentation, qui était beaucoup axé sur ben, ce temps d'écran-là ou cette utilisation des écrans-là, peu importe le contexte, la nature, ben, elle vient prendre une place qui est celle de l'activité, souvent l'activité physique, le temps passé en plein air, puis elle occupe beaucoup de place d'un point de vue de sédentarité, d'où le titre de ma présentation qui était Sédentarius, qui s'assoit. Les technologies nous ont amené énormément à s'asseoir de plus en plus longtemps. Et ça, pour moi, c'est une problématique. Que l'utilisation des écrans soit saine ou non, d'un point de vue de sédentarité, elle est toujours problématique. Puis je reviens un peu sur le commentaire de ce matin. Tu sais, on s'en rend compte à la fin d'une journée quand on se lève de notre bureau ou quand les jeunes finissent d'écouter 22 heures de Netflix. Ça fait mal à quelque part. Donc, peu importe que ce soit une bonne utilisation ou une utilisation qui pourrait être malsaine, mais la sédentarité demeure pour moi un enjeu assez important auquel il faut s'attarder parce que malgré le fait qu'on puisse rencontrer les recommandations en matière d'activité physique, il y a des effets qui sont dissociés et liés à la sédentarité, malgré le fait que je fais mon 60 minutes ou mon 150 minutes par semaine si je suis un adulte. Merci. On pourrait y aller avec Laurie. Oui, bien sûr. Donc, ce matin, je discutais, entre autres, ben, la double tâche qu'on a, hein, de former des jeunes, les jeunes de demain, à être compétents au niveau numérique, avoir un esprit critique face à l'information. Donc, on a ce devoir-là de former cette génération-là, mais en même temps, en les formant au numérique, on doit faire attention à toutes les conséquences négatives que peuvent avoir une exposition trop prolongée. Donc, on a vu que oui, il y a une question de temps. Donc, plus on est exposé longtemps et en bas âge, ça a des conséquences, mais il y a beaucoup de nuances à apporter aussi. C'est pas juste le temps, hein, c'est quoi le contenu? C'est avec qui on le visionne ou avec qui on est exposé avec à ce temps-là. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités d'interaction qui viennent minimiser? Donc, je pense que l'important, c'est d'en être conscient du fait qu'il y en a des répercussions qui sont négatives, d'être conscient aussi de comment nos jeunes l'utilisent, soit dans notre milieu familial ou encore dans notre milieu professionnel,
pour arriver à prendre des décisions. Tu sais, on a eu un bel exemple tout à l'heure de plan d'action au sein d'une institution. Je pense que c'est collectivement qu'on peut arriver à des solutions. Je ne pense pas qu'on peut attendre d'avoir une recette qui tombe miracle. Oui, je pense qu'il faut que ce soit qu'il y ait un discours plus au niveau légal, au niveau gouvernemental, mais je pense que dans les familles, au sein des institutions, dans nos écoles, dans nos CPE, dans nos milieux de garde, on a tous la responsabilité de faire une photo, là. On en est où, puis quelle action qu'on peut prendre. Puis je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Donc, on doit quand même éduquer nos professionnels, éduquer les parents sur c'est quoi les désavantages, mais aussi quelles actions qu'on peut porter pour minimiser ces désavantages-là. Merci. Andrea? On va y aller dans l'ordre des conférences de ce matin. Voilà. Alors, oui, résumer brièvement, d'abord, les caractéristiques développementales qui font que nos jeunes sont plus à risque que les adultes. C'est donc une responsabilité qu'on a comme adultes, comme société, de servir de rempart un peu entre entre le jeune qui est plus vulnérable et les risques que représentent les écrans. Ça, c'est une première chose. Ensuite, deux mots-clés, probablement technoférence, substitution. Si vous avez compris ces phénomènes-là, si vous pouvez les expliquer aux parents, expliquer ce qui se passe, c'est beaucoup moins confrontant que de recevoir une prescription de 2 heures ou 1 heure. Puis je pense que ce sont des concepts qui s'expliquent et qui s'expliquent aisément et que chacun vit dans son quotidien. Donc, je pense que c'est des principes qui valent la peine d'être partagés avec la population avec qui vous travaillez. Merci, Marie. Le milieu scolaire est un endroit formidable pour que les jeunes puissent avoir accès à différentes sortes de technologies. On souhaite, dans le centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean, on a pris le temps de regarder d'explorer les usages que faisaient les élèves des écrans à partir d'un effort, d'un questionnaire maison, mais quand même distribué à grande échelle. Et donc, à partir de ça, il y a une mobilisation importante qui s'est déroulée et des partenariats qui ont été mis de l'avant avec le référent équipe et la santé publique et de nombreux professionnels au sein même de notre organisation. Nous nous sommes mobilisés pour développer un plan d'action au départ ambitieux. Et il est encore ambitieux, mais je pense que la façon dont il est présenté actuellement, c'est beaucoup plus porteur et réaliste parce que nous sommes déjà dans l'action. Nous sommes dans l'action depuis un bon moment déjà. Nous cherchons à nous assurer que les élèves vont pouvoir bénéficier d'un environnement qui va être favorable, que le milieu scolaire va d'abord regarder qu'est-ce qu'il peut améliorer pour s'assurer de favoriser le bien-être numérique, puis le développement de nos jeunes. Par la suite, c'est certain que le dialogue avec les parents, très humblement, bien sûr, on souhaite pouvoir échanger avec eux, avec le communautaire également, avec lesquels on a déjà des partenaires. Donc, c'est ça. Je pense que pour l'instant, notre plan d'action, s'il est encore perfectible, on a espoir de pouvoir mettre de l'avant davantage d'actions encore pour aider nos jeunes. Merci. Alors, place aux questions auprès du public, les participants en ligne ou ici en salle. Avez-vous des questions? Sinon, moi, j'en ai quelques-unes. Mais si vous avez des questions à poser, je vous invite à aller au micro peut-être pour que les gens en ligne vous entendent, s'il vous plaît. Peut-être dire à qui s'adresse votre question. Bien, je suis ouverte. Moi, en fait, je n'ai pas vraiment une personne en Ah, c'est particulier. un petit peu.
Moi, j'ai pas vraiment OK. Moi, j'ai pas vraiment une seule personne en particulier, mais plus une observation, puis je veux voir si c'est quelque chose que vous voyez de votre côté également. Moi, je suis travailleuse sociale au niveau collégial. Ce que j'observe de plus en plus, c'est une difficulté au niveau, relationnel, au niveau des émotions. Comment qu'on fait pour nommer en vrai à quelqu'un ce qu'on ressent, puis comment qu'on fait pour ressentir parfois le malaise de nos propos envers une personne? Tu sais, moi, ce que j'observe énormément, c'est que les étudiants vont beaucoup se texter. Puis là, quand tu as dit: T'en as-tu parlé? Tu sais, avec la personne, c'est tellement anxiogène. Ils ont de la difficulté à juste se dire les vraies choses ensemble, que ce soit positif, négatif, que ce soit un contact. Comment qu'on fait? Puis je ne sais pas si c'est quelque chose que vous observez de votre côté dans vos recherches, dans vos interactions, puis comment qu'on peut les aider un peu dans ce développement-là avant? Bien, on peut toujours les aider, mais comment qu'on peut prévenir un peu cette difficulté, tu sais, de se parler de personne en personne? Alors, Marie, tu vas Oui. prendre le... Il me semble que ça concerne mon champ d'action, ça. En fait, ce que vous abordez là, c'est quand même vraiment intéressant parce que quand on parle de la communication puis de l'affirmation de soi, ben, tu sais, il y a un schéma que je trouve très intéressant, la pyramide de la communication, tu sais, où le langage verbal, donc juste les mots, concerne 7 de ce qu'on communique, du message qu'on communique. Le paraverbal compte pour 38 puis le non-verbal concerne 55 du message qu'on communique. Ben, quand on envoie un message par texto, ben, tout ce qu'on a accès, c'est le 7 du message. Puis, ça veut dire qu'en somme, il y a quand même 93 d'un message qu'on ne réussira pas à transmettre autrement. Tu sais, tout le non-verbal, puis le ton qu'on utiliserait, puis tout ça. Donc, des fois, c'est très difficile de faire passer sa sincérité à travers tu sais, de quelques mots. Les mots sont importants, là. Tu sais, ne faut pas banaliser ça, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est de faire valoir l'utilité d'aborder le message en personne. Je pense que déjà, avec juste ce petit schéma-là, tu sais, ça vient ajouter une dimension très différente à juste l'usage d'un écran comme intermédiaire pour transmettre un message. Puis, tu sais, au niveau de l'affirmation de soi, moi, je me rends compte que en milieu scolaire, puis, tu sais, les façons de communiquer un message, beaucoup de jeunes manquent d'outils. Tu sais, beaucoup de jeunes manquent d'outils, puis s'ils ne prennent pas le temps de s'intéresser à développer leurs aptitudes de ce côté-là, quand ils ressentent un défi, ben c'est sûr que ça va avoir des répercussions un petit peu plus tard, tu sais, dans leur vie personnelle. Ça peut être un petit peu plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en développer en cours de route, là, ça c'est sûr qu'ils vont en développer en cours de route, mais peut-être qu'ils vont avoir quelques embûches. Il y a différents programmes qui proposent des moyens de s'affirmer qui peuvent être très utiles, là. En tout cas, donc. Merci. Est-ce que je peux ajouter? Oui. Oui, j'ajouterais au commentaire, c'est précisément un peu ce qui m'inquiète dans les données préliminaires que je vous ai montrées, où le temps écran semble se substituer aux interactions familiales. Parce que c'est dans les petites choses, dans des milieux sécuritaires comme la famille, où le jeune, l'adolescent et l'adulte qui vit souvent avec ses parents va apprendre à justement communiquer ses émotions, ses sentiments, recevoir une réponse aussi qui peut être émotive et savoir la gérer. Fait que si ces petits moments-là disparaissent tout au long du développement de l'enfant, mais c'est un peu ce qui m'inquiète dans la donnée là, très préliminaire qu'on a vue, mais c'est c'est l'intuition que j'aurais là. Qu'on enlève des petits moments dans des milieux très sécurisants où ces apprentissages-là pourraient se faire. Ce qui fait que rendu au collégial, c'est plus difficile. Ah. Exact. Merci. J'irai avec une nouvelle question. Une question peut-être pour Laurie. Comment pouvons-nous adapter nos pratiques pour tirer parti des avantages du numérique tout en s'assurant de ne pas nuire au développement global de l'enfant? C'est une excellente question. Puis je pense que ça dépend du milieu dans lequel on est. Mais je pense que en fait, c'est une question qu'on doit se poser comme intervenant. Justement, ma pratique, comment elle influence un et comment elle peut influencer l'autre. Donc, j'ai pas la réponse pour chacun des milieux. Mais je pense que c'est une question
que chacun doit se permettre de se poser, de prendre un temps d'arrêt puis de dire, OK, plutôt, tu sais, le numérique est là, il est de plus en plus là. C'est une facilité d'aller vers le numérique aussi. Puis je pense qu'on se trompe si on ne fait pas juste s'arrêter et se poser la question, est-ce que c'est le meilleur outil que j'ai à prendre pour développer les compétences? C'est quoi les compétences que je vise à développer en utilisant cet outil-là? Et au contraire, est-ce qu'il y a des effets négatifs? Puis j'ai-tu d'autres options? Donc, c'est plutôt que d'y aller dans un pas naturel puis de dire oui, on y va naturellement vers la technologie parce qu'on est immondé, puis qu'il y a des vendeurs de technologie aussi, d'outils académiques, d'apprentissage. C'est d'avoir un esprit critique aussi comme professionnel, de dire ben, est-ce que j'utilise le bon outil? Est-ce qu'il est adéquat? C'est pas si évident, mais au moins d'avoir une prise de conscience, je pense que c'est un début de se poser la question. Et est-ce qu'il faut se tourner nécessairement vers la technologie? Effectivement. Est-ce que Oui. c'est nécessaire? On l'a vu, tu sais, tout à l'heure au niveau le papier puis le crayon, la bonne vieille écriture à la mitaine, là, elle a encore des bienfaits. Puis la technologie se développe tellement rapidement que des fois, ben, on surfe la vague, mais il faut se rappeler que ce qu'on utilise depuis le début, que l'humain écrit, mais ça fonctionne encore, puis ça crée des ancrages au niveau du cerveau, au niveau de la motricité, qu'il ne faut pas mettre de côté non plus. Donc, d'arriver, je pense, à avoir un équilibre entre les deux, donc de ne pas miser que sur le numérique, donc d'offrir une variété de situations d'apprentissage qui peuvent être avec, sans numérique, mais se poser la question sur pourquoi je l'utilise puis comment. Merci. J'aurais une question, pas de questions dans la salle. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Je vais aller vérifier. Rien jusqu'ici. J'aurais une question pour Félix. Félix, qu'est-ce qui explique que les jeunes ont autant d'attrait pour les écrans? Ça vient d'où? Ben, je l'ai touché brièvement un peu ce matin avec le circuit de la récompense, hein, tu sais, puis je pense qu'Andréane aussi l'a touché, tu sais. Puis on est effectivement dans un monde où on lutte pour l'attention. On souhaite avoir le plus d'attention possible parce que c'est une façon pour ces entreprises-là de pouvoir faire de l'argent. Euh, Puis en fait, c'est aussi la facilité, je pense. Les écrans, c'est quelque chose qui est rendu extrêmement accessible, qui offre de multiples possibilités. Et comme un peu Laurie l'a dit ce matin, l'ennui, on dirait qu'on ne sait plus faire, on ne sait plus comment gérer l'ennui. Puis même comme adulte, je le vois de collègues dans des réunions qui, après quelques minutes où ça devient une conversation qui est peut-être qui les concerne un peu moins, l'écran est très rapidement pris. Euh, donc, faire face à l'ennui, moi, je pense comme société, on a à réapprendre à faire face à l'ennui, puis à apprendre à rien faire aussi. Apprécier les bienfaits de rien faire, puis de ralentir, parce que toute cette technologie-là nous a appris à pas moins travailler. En réalité, souvent, on a l'impression que les technologies nous rendent plus productifs, mais en même temps, ils nous ont amenés à travailler tellement plus qu'on le faisait auparavant. Puis au final, en fait, ben, ça demeure encore une boucle vieille comme le monde que la théorie du renforcement par la récompense qui est mise en œuvre dans ces systèmes-là, qui sont là souvent pour accrocher notre attention, qui fait en sorte que, ben, pour moi, mes enfants, je dis toujours que leur téléphone, c'est comme un aimant. Là. Ils peuvent pas vraiment se sauver parce il vient se recoller tout le temps sur eux, puis ils l'ont toujours à portée de main. Mais on a utilisé des mécanismes qui sont relativement simples, qui font en sorte qu'on a de la difficulté aujourd'hui à s'en séparer. Donc, réapprendre à ne rien faire. Andréane, plusieurs parents et jeunes témoignent que pour eux, les jeux vidéo et les réseaux sociaux sont un outil de socialisation et d'apprentissage. Est-il vrai qu'ils peuvent être bénéfiques pour la socialisation, la résolution de problèmes, le développement des bons réflexes ou l'apprentissage de l'anglais? Oui, c'est des témoignages qu'on reçoit souvent des parents. Un autre témoignage en lien avec ce que Félix vient de mentionner, c'est Ah oui, mais mon enfant est tellement attentif quand il est à l'écran et c'est toujours important de recadrer. Ils ne sont pas nécessairement attentifs, ils sont captifs. Il y a une différence fondamentale entre être attentif et être captif. Puis effectivement, il y a ces témoignages-là aussi qui disent oui, mais les jeux vidéo, c'est bon, ça développe les réflexes. Ben, c'est surtout les jeunes m'en parlent beaucoup. Là. Les jeux vidéo, c'est très bon pour moi, j'ai appris l'anglais. Est-ce qu'il y a des effets positifs? Ben, encore là, ça dépend toujours de ce que ça remplace.
Tu sais, par exemple, un jeune, pendant la situation pandémique, qui était isolé à la maison et qui jouait avec ses amis à des jeux vidéo, mais si c'est ça ou rien, allons-y. Mais si ça, à la fin de la pandémie, ça reste sa seule façon de socialiser, là, on est dans quelque chose qui n'est plus positif, qui est négatif. Fait qu'il faut toujours se poser la question, mais à quoi ça se substitue? Qu'est-ce que ça remplace? Est-ce que c'est une façon pour lui de justement jouer à des jeux vidéo? Je socialise dans mes jeux vidéo très, très, très sécurisant parce que j'ai peur de socialiser en vrai. Si c'est ça, bien là, c'est de l'évitement, puis on n'est plus dans le positif. Si c'est quelqu'un, un jeune, je ne le souhaite à personne, mais qui s'est cassé une jambe là, pendant la semaine de relâche, puis qui continue de socialiser avec ses amis pendant qu'il est isolé à la maison, mais là, c'est positif. Il n'y a pas de réponse absolue. C'est toujours de se demander, mais qu'est-ce que ça remplace? Puis est-ce que c'est plus positif que la chose? Est-ce que c'est plus positif ou plus négatif que la chose que ça remplace? C'est toujours ça la réflexion qu'on doit avoir, parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Universel. J'ai une autre question. Il y a maintenant plusieurs années, le Québec a mis en place une vaste offensive de santé publique sur le tabac, incluant notamment les publicités chocs et des mesures restrictives. Est-ce que vous pensez qu'une pareille initiative sur les écrans pourrait être bénéfique avec toutes les nuances qu'on doit y apporter? Qui voudrait répondre à cette question? Je vais me permettre un mini commentaire. En fait, c'est quelque chose qu'on a fait, puis je me rappelle pas exactement la publicité que le gouvernement avait fait, mais ça touchait les écrans, puis c'était l'idée de dire aux jeunes de lâcher les écrans, puis c'était très parodié. Puis je me suis posé la question, ça touche-tu vraiment les jeunes? Puis on l'a présenté dans un groupe de discussion. Puis les jeunes ont dit, on veut rien savoir de ça. Ça nous intéresse pas, on trouve ça plate. C'est même complètement paradoxal qu'on nous fasse une publicité sur les écrans, qu'on nous regarde sur nos écrans. Puis ça avait vraiment. En tout cas, puis après ça, on a dit, bon, on ne repassera pas avec d'autres groupes, puis on n'est pas allé plus loin, mais c'était comme un peu notre teaser pour démarrer notre groupe de discussion. Mais en tout cas, les jeunes avaient zéro apprécié, puis c'était théoriquement ciblé pour leur groupe d'âge, pour les sensibiliser. Puis ça avait zéro embarqué, 18 jeunes qui avaient répondu. Puis j'étais resté extrêmement surpris. Fait que je suis très mitigé. Je n'ai pas la réponse à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Oui. Allez-y. Mini élément de réponse aussi. En fait, la technologie évolue tellement rapidement. On voit l'évolution au fur et à mesure qu'on navigue avec les conséquences, puis qu'on les voit arriver, les conséquences. Puis ça, on voit dans les années 70, où est-ce que le tabagisme, on n'en parlait pas des conséquences, justement, mais il y en avait partout. Ma mère, elle a fumé, je pense, à l'hôpital quasiment après avoir accouché de moi. Puis je ne suis pas si vieille que ça. Ça a changé beaucoup puis drastiquement parce qu'on était mis au fait des conséquences. Est-ce qu'on doit prendre le même moyen, le même type de campagne publicitaire? Peut-être pas. Mais je pense qu'en mettant en lumière les conséquences, puis en étant conscient au niveau sociétal, il y a peut-être des actions qui peuvent être faites pour que dans 5 ans ou dans 10 ans, ben, on ait une vision différente des écrans qu'on a aujourd'hui, ou que dans les années 70, c'était normal de fumer. Mon professeur de première année fumait à l'école. Il n'avait pas le droit, il ouvrait la fenêtre, il craquait, mais il fumait dans la classe. Donc, ça allait évoluer beaucoup, puis j'ose espérer que pour les écrans, ben, au fur et à mesure qu'on va en savoir plus, qu'on va être mieux documenté, ben, qu'on va arriver avec des stratégies qu'on les a pas aujourd'hui, les réponses, mais qu'on aura peut-être, idéalement, dans quelques années. En suivi, est-ce que tu voulais réagir, Marie? Oui. Bien, c'est sûr que comparer le tabac puis les écrans, je veux dire. En tout cas, bref, je ne sais pas si l'analogie est nécessairement bonne parce que je pense qu'au départ. Mais je pense que l'idée, c'est de dire est-ce qu'on devrait faire des campagnes qu'on fasse une importantes? campagne? Ben non, je pense que non, a priori, parce que c'est pas de présenter. On peut pas prendre une position drastique puis très unilatérale ou du moins polarisée là, par rapport aux écrans. Les impacts sont toujours modérés par plein de facteurs. Il y a des éléments qui sont positifs, il y en a d'autres qui le sont moins, clairement. Donc, tu sais, d'aller faire une campagne, il faudrait que la campagne, à ce moment-là, elle soit très contextualisée, puis ça rendrait les choses très compliquées. Donc, peut-être pas dans cette optique-là. Peut-être que je pourrais rebondir avec la question, puis tu pourras après ça intervenir, Andréane. La question, doit-on porter notre attention à contrôler le temps d'écran ou à offrir des opportunités de bouger? OK. Bien, en fait, oui, je vais être capable de les deux questions.
À la première question sur le tabac, le tabac, c'est une situation particulière parce on inhale le tabac, puis on inhale le tabac des autres. Tu sais, il y a toute une question où, tu sais, on peut avoir les répercussions négatives même si on n'est pas consommateur. OK? Ça, c'est la question du tabac. Moi, je trouve que la question des écrans, l'analogie, c'est pas nécessairement le tabac, mais c'est peut-être les habitudes alimentaires, par exemple. Ou, tu sais, comme on sait que le sucre, c'est pas bon pour la santé, mais personne ne remettrait en question l'Halloween ici, là. Tu sais, où on est plus dans une perspective où ça fait partie de nos vies. On sait qu'il y a des utilisations plus saines que d'autres. On sait qu'il y a des moments où on va avoir des utilisations exécrables de nos écrans, puis il va falloir vivre avec. Je pense que j'irais plus avec une analogie ou une campagne de sensibilisation qui va aller qui va suivre un peu plus le patron des habitudes alimentaires, puis des habitudes de vie. Comment on gère ça avec des habitudes de vie? Et la deuxième question, c'était justement, est-ce qu'on devrait diminuer le temps écran ou augmenter? Mais si on y va avec une perspective d'alimentation, c'est la même perspective d'alimentation où on sait qu'il y a des aliments sains, des aliments malsains, des moments où on va y aller dans l'excès, des moments. Si on y va dans cette perspective-là, ben, on traite à la fois une consommation comme responsable de l'écran, entre parenthèses, puis on sait que on doit aussi faire autre chose pour avoir une habitude saine, une habitude de vie saine. Fait que j'irais dans plus cette mentalité-là que dans une mentalité de tabac avec une consigne, là, avec des gencives un peu meurtries. Je continue encore sur cette lancée. Puis ma question s'adresse à Marie. Selon toi, devons-nous enlever les écrans dans les écoles? Ben non, je pense que non. Je pense qu'il y a du bon à aller chercher avec les écrans. Maintenant, c'est comment? C'est plus là. On est-tu dans les écrans personnels qu'il faut ne pas permettre pour conserver seulement les écrans qui sont en lien avec la pédagogie ou Mais je pense que Ou les on écrans responsabilise? personnels peuvent être utilisés à des fins pédagogiques. Et ils le sont. Tu sais, quand je pense, entre autres, aux les caouts là, qui sont utilisés en classe pour aller vérifier les apprentissages des élèves, tu sais, quand ils posent des questions à des... je vois mes collègues réagir. Donc, je vois c'est ça, quand les enseignants vont vérifier les apprentissages, entre autres, ou encore quand les enseignants accompagnent leurs élèves pour qu'ils développent des capacités, tu sais, créer eux-mêmes leur propre présentation PowerPoint, là, tu sais, je veux dire, il y a des usages qui sont adéquats, tu sais, puis qui permettent aux élèves de produire du matériel vraiment intéressant. Et pourquoi les en priver? Maintenant, c'est à partir de quand? C'est comment est-ce qu'on va le faire? Donc, je pense que c'est quand même assez. Tu sais, il y a du bon, puis il y a du moins bon. Là, c'est d'aller chercher le meilleur dans tout ça pour aider nos jeunes. C'est plus, on veut les tirer par le haut, on veut pas les amener vers le bas. Je vous amène dans un autre, je vous amène ailleurs. Mon autre question, puis elle s'adresse aussi à Marie. Dans le projet qui se fait actuellement, comment vous comptez mobiliser les parents pour contribuer à la démarche? Les parents, les parents sont nos collaborateurs. Ils le sont depuis fort longtemps, puis ils vont continuer à l'être. On a en commun le bien-être puis le développement des jeunes, des enfants, leurs enfants, nos élèves. Donc, a priori, ben, c'est sûr il y a un bout de chemin qu'on a à faire ensemble. Maintenant, les efforts qu'on met de l'avant, comme on l'a décrit un petit peu plus tôt, ben, c'est sûr qu'au départ, on commence par regarder qu'est-ce qu'on fait dans notre carré de sable. Avant d'aller dire à un puis à l'autre quoi faire, là, on essaie quand même d'être, faire preuve un peu d'humilité là, de ce côté-là, mais aussi de congruence. Mais on se dit qu'à quelque part, fort de cette expérience-là, qu'on aura eu l'occasion de faire, puis d'aider d'intégrer nos jeunes dans la démarche, par rapport à échanger avec les parents, c'est sûr que ça va passer par la communication, ça va passer par des moments d'échange. Déjà, on a des efforts en ce sens-là qui sont faits. On a
on a des rencontres qui ont été organisées avec notre centre de service scolaire pour sensibiliser les parents, entre autres avec un partenaire qui était le Havre du Fjord. J'en oublie-tu d'autres, Jérôme? Oui, on a effectivement, il y a une formation qui est en train de se développer actuellement avec 2 ressources régionales que nous avons au niveau du trouble du comportement qui sont en train de développer du matériel vraiment intéressant à l'intention des parents. Fait qu'au départ, si on réussit à sensibiliser, tu sais, je le mentionnais tout à l'heure, on a un pouvoir d'influence. On n'impose pas quoi que ce soit à personne, mais on se dit que, tu sais, quand tu développes des connaissances, ben c'est plus facile après de faire des choix éclairés. Tu sais. Puis par la suite, bien, il y a aussi tous les partenariats qu'on a avec, par exemple, Ville d'Alma, puis tu sais, bon, au niveau communautaire, avec plusieurs organismes communautaires, on se dit en réussissant à offrir des opportunités d'activités pour les jeunes dans la communauté, les parents vont avoir le goût d'amener leurs enfants dans ces activités-là, qui va être une alternative intéressante. On n'est vraiment pas dans un mode répressif. Tu sais, on pense qu'en y allant avec un mode répressif, que ça va plutôt inciter soit à se rebeller ou à aller un peu dans le sens contraire, un peu comme, tu sais, quand on interdit à quelqu'un de manger du sucre, il finit par en manger plus, là, tu sais. Mais finalement, c'est ça, en ayant une offre intéressante qui réponde à des besoins au bon moment, dans les bonnes plages horaires, tu sais, pas nécessairement le dimanche à 21h, là, tu sais, que ce soit dans des heures qui soient, ben ça va déjà, ça ouvre des portes, ça offre des opportunités. Puis en sensibilisant les familles, on risque d'avoir beaucoup plus de chances de succès, tu sais, de ce Oui, côté-là. c'est intéressant parce qu'on vit de toute façon avec la technologie. On ne Oui, peut pas la tasser. Ça fait que exact, aussi bien l'utiliser à bon escient puis trouver des solutions tout à fait. et des avantages. Oui. Puis en milieu scolaire, tu sais, c'est ça, on en parlait un petit peu plus tôt, mon collègue Jérôme en parlait, puis il a tout à fait raison. Tu sais, au niveau du préscolaire, tu sais, quand ça fait déjà 8-10 ans que des habitudes sont implantées au niveau des écrans, à quel point ça va être difficile de faire changer des habitudes. Tu sais, pour les jeunes, c'est sûr qu'ils vont réagir, là. Puis l'encadrement de jeunes qui sont convaincus d'être en droit d'exiger d'avoir accès à, ben ça peut compliquer les choses, tu sais. Il se pourrait qu'à ce moment-là, ce ne soit pas l'ennui au départ qui se manifeste, mais que ça se peut que ce soit un peu de frustration, tu sais. Donc, si c'est ça, gérer la frustration, est-ce que toutes les familles sont prêtes à accompagner leur enfant dans la gestion de la frustration au départ? Pas si convaincus que ça, tu sais, d'entrée de jeu. Puis, l'autre chose, dans notre centre de service scolaire. Donc, c'est sûr qu'en abordant, tu sais, nos animatrices passe-partout, tu sais, qui travaillent très fort en équipe à développer du matériel qui est important pour les familles, signifiant et important, ben, je pense que justement, ce contenu-là, par rapport à sensibiliser en lien avec les usages des écrans, c'est quelque chose qui leur tient à cœur et ils sont en train de développer du matériel de ce côté-là. On a aussi notre infirmière scolaire, tu sais, qui est intéressée à communiquer très tôt avec... oui, on a plein de choses qu'on veut faire pour... Ça s'en Ben, c'est vient. ça, notre plan d'action Ça s'en vient. est quand même plus avancé, là. Donc, Ça répond bien. Merci beaucoup. ça fait- Merci. Je regrette de revenir sur le tabac, mais on réagit. On est- Il y a parfois des comportements d'agitation ou et d'agressivité chez les personnes dépendantes de substances qui sont en état de manque. Ces comportements peuvent, dans certains cas, être observés chez un jeune qui se fait saisir son téléphone ou restreindre son utilisation. Même un état de panique en cas de manque de batterie. N'y a-t-il pas une ressemblance avec le tabac alors?
Alors, je ne sais pas s'il faut prendre ça comme un commentaire ou une question, mais Je peux commencer, s'il y a quelqu'un qui veut réagir, compléter. après, on va passer à l'autre Parce partie. qu'effectivement, on n'a pas parlé de la dépendance, hein. Personne de nous a parlé du phénomène de la dépendance. Je ne suis pas une experte de la dépendance, fait que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai lu, pas ce que mais en fait, oui, il peut y avoir des dépendances aux écrans. Ça touche, la prévalence, on dit que c'est à peu près 3 %. La prévalence serait la même chez les filles et les garçons. La nature de la dépendance n'est pas la même. On est plus dans une dépendance de jeux vidéo chez les garçons, dépendance des réseaux sociaux chez les filles. Mais effectivement, chez ce 3 %-là d'individus qui développent un problème de dépendance, puis je pense que là, rafraîchissez-moi la mémoire si je ne les ai pas tous en tête, là, mais c'est justement une perte de contrôle quand on utilise un écran, des pensées obsessives quand on n'utilise pas l'écran. Il m'en manque un qui sentait. Pardon? Ah, ça affecte toutes les habitudes de vie, l'alimentation, le sommeil, etc. Fait que oui, effectivement, on peut se retrouver devant des individus qui sont dépendants aux écrans et qui vont réagir plus fortement, parce que la moyenne des ours réagit quand même quand on arrête l'écran, mais qui réagit plus fortement et qui se désorganise. Et puis, je pense que là, tu sais, dans les milieux scolaires, il faut aussi peut-être vous formez le personnel scolaire, mais il faut aviser les jeunes aussi entre eux s'ils voient, comme n'importe quel autre problème de dépendance, s'ils voient qu'un de leurs amis ou un de leurs élèves développe des problèmes de dépendance, mais qu'ils sachent les reconnaître, puis qu'ils sachent aussi orienter ces jeunes-là vers les ressources, les ressources d'aide. Ouais. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, j'irai avec la question de la fin, en fait, qui serait une question conclusion. Puis j'inviterai chacun à prendre le temps d'y répondre. Puis ça va aller chercher aussi un peu le résumé de ce que vous nous avez dit dans la journée, mais peut-être avec plus d'éléments autour, plus de chair autour de l'os. Si on se projette dans le futur, qu'est-ce qu'on fait avec les écrans? Il y a beaucoup d'éléments de solutions que vous avez apportés ce matin, mais si on se résumait, on disait dans le futur, demain matin, on fait quoi? Quelles seraient les premières actions à conduire? Qui veut casser la glace? Un moment de réflexion. Qu'est-ce que vous faites avec les écrans demain? Je peux lancer une. Oui. Oh, non, C'est vous, non, mais si vous voulez intervenir, intéressant d'avoir des commentaires de la salle. 1, 2, 1, 2. Ça ne sera pas long, il va vous mettre votre son. Oui, c'est ça. 1, 2. Ah, OK. En fait, je voulais juste ajouter un élément, Marie, tantôt tu parlais, tu sais, puis toute ce que vous mettez en place, c'est super là, dans le réseau scolaire. Moi, je suis psychologue au privé là, en enfance, adolescence, et ce que j'observe, c'est beaucoup de tabous autour du contenu qui est consulté. Puis je me dis, dans le futur, moi, je pense que ça peut être intéressant qu'on sensibilise beaucoup sur le contenu, mais de manière ouverte et sans tabou avec les jeunes, parce que souvent, on se rend compte que quand on pose une question, finalement, ça induit pas un comportement, mais c'est comme OK, OK, ça arrive, tu sais, puis c'est correct d'en parler, puis c'est pas culpabilisant ou c'est pas honteux, finalement, de consulter ce contenu-là. Puis ça donne l'occasion, finalement, d'éduquer davantage sur les contenus, comme la pornographie, par exemple. Tu sais, on n'en a pas parlé Oui, vraiment mais aujourd'hui, mais c'est vraiment un sujet que moi, j'aborde avec les jeunes et j'essaie de le faire de manière ouverte et non culpabilisante pour qu'ils puissent m'en parler, tu sais, parce que je préfère qu'ils m'en parlent juste pas, tu sais. Puis je pense que c'est peut-être une vision qu'on pourrait avoir avec les parents aussi, tu sais, de comment ouvrir la discussion, tu sais, les discussions courageuses qu'on parlait tantôt, là. Mais ça fait partie, je pense qu'en tant qu'intervenant, il faut aussi avoir ça en tête. Puis je le dis pour vous, je le dis pour tout le monde, mais je pense qu'il faut qu'on garde en tête, tu sais, que c'est important d'avoir ces conversations courageuses-là pour sensibiliser puis avoir notre rôle d'éducation vraiment plus. Je pense que c'est un peu ce qu'on veut faire, là, éduquer le plus possible les jeunes par rapport à ça, là, tant pour le sport puis un peu moins en temps d'écran, mais un peu plus en contenu. Si ça peut faire du pouce, hein, je sais pas si ça peut mais faire. en fait, je trouve ça tellement pertinent ce que vous apportez parce que s'il y a une des choses, moi, qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet-là, c'était de voir des élèves qui utilisaient des appareils, leurs appareils personnels en lien avec du contenu sexualisé. Puis on parle le premier cycle du primaire, Oui. deuxième cycle du primaire, puis troisième cycle du primaire. J'ai vu les trois, là, j'ai vu ça dans les 3 cycles du primaire. On penserait jamais, tu sais, c'est ça, les parents auxquels j'ai
avec lesquels j'ai dû discuter de ça, tu sais, ils ne pensaient jamais qu'en première année que. Mais tu sais, c'est vrai que c'est tabou. C'est quelque chose qu'on hésite à aborder, mais non, il ne faudrait pas. Puis, Oui. mais en même temps, c'est avec les parents qu'il faut l'avoir, cette discussion-là, parce que c'est. Tu sais, nous, on encadre à l'école, il faut encadrer à la maison, tu sais, mais c'est un sujet qui est délicat. Parce que, tu sais, parler de supervision parentale, il reste que ça touche, ça touche les compétences parentales, puis ça peut être hyper délicat quand même. Puis très culpabilisant aussi Très pour le parent. culpabilisant, oui. Effectivement. Sauf que Vraiment. c'est bien plus plate d'appeler un parent pour lui dire qu'il est arrivé Tout à fait. une gaffe puis une affaire plate, là. Oui, Tu sais, vraiment. C'est à garder en tête. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les écrans demain ou ce qu'il faudrait prioriser peut-être? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous en avez nommé beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on pourrait prioriser dans nos actions à titre comme collectivité? C'est une bonne question, mais tu sais, moi, je pense que les écrans sont là pour rester, que ça va juste continuer de progresser. La technologie continue de progresser, elle progresse vite. Puis moi, j'ose le voir d'un côté positif en me disant qu'on va évoluer de la bonne manière à travailler avec ces outils-là aussi, à aller mesurer les bonnes choses aussi. Tu sais, on l'a vu aujourd'hui, là, la plupart des études, c'est le temps d'écran qu'on mesure. On l'a vu qu'il y avait de la nuance, puis il y a beaucoup une question de contexte, de contenu. Donc, je pense que d'avoir aussi peut-être plus de science ou de données sur mieux comprendre l'interaction, l'implication de la nature et autres, je pense que ça va être important. Puis, tu sais, quand on dit que ça évolue vite, je pense que c'est un mot qu'on n'a pas utilisé encore aujourd'hui, qu'on entend tout le temps. Puis je le dis, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle en parlant d'écran, mais tu sais, quand je dis que ça évolue vite, ben, tu sais, on est ailleurs que l'écran, là. On n'a même pas parlé de c'est quoi les conséquences que l'intelligence artificielle peut avoir. Tu sais, c'est des questions qu'on se pose juste comme prof d'université, de dire, ben, OK, on corrige quoi maintenant comme travaux? Ben, c'est quoi les répercussions aussi d'un enfant en développement? Est-ce qu'il va créer encore? Il va faire créer par une machine. Donc, c'est aussi d'autres questions qu'on aura à se poser, mais je pense que c'est un sujet qu'on doit suivre de près, qu'on doit continuer de s'y intéresser, de continuer de trouver des solutions, puis justement de voir c'est quoi les variables qu'on doit évaluer pour mieux comprendre la situation, puis être capable d'avoir des pistes de décision, puis dire on agit sur quoi, mais être capable d'avoir une solution peut-être plus précise que présentement qu'on est dans. Il n'y a pas de solution universelle. Merci, Laurie. Ben, Félix, je pensais ce matin, j'ai bien aimé quand tu as parlé d'avoir une prise de conscience dans un premier temps, parce que c'est quelque chose qui pourrait être une priorité. Dire la prise de conscience, ça se fait à quel niveau? Juste auprès des jeunes, avec les parents, on est dans la petite enfance. Ben, en fait, la prise de conscience, puis moi, je pense que la priorité, c'est de faire ce que j'ai vu ici aujourd'hui, là, la santé publique avec le milieu scolaire, mais d'autres acteurs aussi, les milieux universitaires, la communauté. Je pense qu'il faut amener les gens à faire une prise de conscience collective de l'enjeu des écrans dans la société aujourd'hui, parce que ça touche les jeunes, mais ça touche aussi les adultes pour moi. Puis je pense que, tu sais, quand je disais d'être un modèle, tu sais, il y a beaucoup, puis c'est les jeunes eux-mêmes qui nous le disent, que leurs parents ne sont pas des modèles nécessairement en termes d'utilisation des écrans. Je pense qu'il faut, puis un autre point, je pense où je mettrais l'accent, c'est de voir venir. Puis on parlait d'IA effectivement, mais en recherche, c'est comme ça. C'est souvent quand on se met à publier des résultats de recherche, c'est même plus les applications ou les technologies qui sont utilisées par les jeunes sont déjà rendues ailleurs. Puis, il faut réfléchir, je pense, autrement que toujours penser au milieu scolaire. Le milieu scolaire, c'est super parce qu'on a accès à une grande population. Mais j'ai l'impression que souvent, on met beaucoup de responsabilités sur le milieu scolaire pour former pour éduquer à. Puis je suis d'accord que le milieu scolaire, pour éduquer aux écrans, c'est un super milieu. Mais éduquer, quand on parlait de littératie numérique, c'est très, très large. J'ai l'impression qu'on passe à côté quand même de beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait les éduquer d'un point de vue de littératie numérique. Puis je donnais ça comme exemple, puis je trouve ça tellement drôle, c'est que quand moi j'étais au secondaire, on m'a appris à taper à l'ordinateur alors que je n'avais pas d'ordinateur à la maison. Puis là, j'ai deux ados qui ont un ordinateur à l'école, puis qui n'ont jamais appris à taper à l'ordinateur.
Là, je me dis, y a-t-il quelque chose que je comprends pas sur la littératie numérique ou l'intégration des technologies en milieu scolaire? Puis je regarde nos étudiants faire des PowerPoint, puis je me dis, mon Dieu, ils ne savent pas utiliser ce logiciel-là. Puis même Canva, c'est pas mieux non plus. Au début, ça a l'air beau, mais quand je leur demande comment ça marche, ils n'en savent pas plus. Fait que je pense qu'on a à apprendre à avoir une prise de conscience collective sur comment on peut mieux travailler. Je trouve qu'il y a vraiment plein de belles initiatives que si on unissait nos forces, on serait beaucoup plus efficace. Merci. Andréane? Oui, ben, dans 25 ans, moi, je souhaite qu'il y ait quand même des actions gouvernementales pour un certain encadrement, notamment de la publicité, des stratégies de marketing qui sont utilisées dans des applications destinées aux jeunes de 0-18 ans. Puis, j'en appelle quand même à une certaine réglementation parce que c'est pas, c'est pas normal que le parent soit le seul rempart entre l'industrie et le jeune. La société a un rôle à jouer aussi. Et le parent, on le sent, se sent dépassé par ce rôle de rempart-là entre toute l'industrie qui est si forte, on le sait, et le jeune enfant qui est vulnérable. Fait que je pense qu'il y a un rôle sociétal ici à prendre en main. Et puis, il faut se souvenir que dans 20 ans, ben, c'est les enfants de 5 ans d'aujourd'hui. Fait que à vous qui travaillez avec les enfants de 5 ans aujourd'hui, c'est vous qui me direz ce que sera l'écran dans 20 ans. Merci. Marie, à toi le mot de la fin. Ben, tout le monde a dit quelque chose de vraiment intéressant. Je pense que tu sais, les appareils sont peut-être un peu trop tôt mis dans les mains des enfants. Tu sais, oui, gardons-les, ils vont rester de toute façon. Là, tu sais, les appareils ont tellement d'utilité puis de fonction, puis tu sais, c'est un peu dans toutes les sphères de notre vie. Là, tu sais, ça peut nous aider dans plein de choses. Maintenant, l'enfant n'a pas la possibilité, il n'y a pas, tu sais, sur le plan du développement cognitif, il n'y a pas la capacité de réfléchir sur son utilisation. Puis ça, ben, tu sais, quand le parent va dire, ben, tu sais, quand l'élève, l'enfant, il va me le dire quand il va être tanné. Ben, non, probablement pas. Tu sais, aujourd'hui, on entendait, ben non, il va avoir mal à son corps avant de. Tu sais, son corps va y parler. Regardez, ça va en prendre un coup là, avant qu'il finisse par l'écouter. Tu sais, donc, il n'y a pas la capacité de réfléchir sur ses usages, tout ça. Il a besoin d'être encadré. Il a besoin d'être accompagné. Tu sais, s'il y a un élève qui envoie un truc pas correct sur tu sais, des propos négatifs, des critiques, ben, tu sais, faut-tu qu'il accueille ça tout seul? Tu sais, et puis, il n'y a pas la maturité affective pour faire face à ça tout seul. Hein, un enfant de 3e année n'a pas la maturité affective pour faire face à ça tout seul. Puis même, C'est ça, outre la sédentarité, il y a tout ouais, cet aspect-là qu'il ne oui, faut pas négliger non plus. Ouais. exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans le cadre d'un colloque, tu sais, par l'Observatoire, c'est sûr qu'on parle, tu sais, c'est sûr qu'au niveau tu sais, du développement moteur, psychomoteur, c'est sûr que ça peut avoir des impacts à cause, entre autres, de la substitution, comme on l'a vu, puis aussi voyons, merci, la technoférence. Mais, tu sais, au-delà de ça, tu sais, il y a tous les autres aspects, tu sais, toutes les autres sphères de développement, tu sais, socio-affectif. Bien sûr, c'est un aspect qui me préoccupe beaucoup, compte tenu de ma profession, tu sais, mais, tu sais, le développement, tu sais, au niveau du langage aussi, tu sais, les élèves, en visionnant des traductions, tu sais, où le mouvement du visage est même pas cohérent avec les syllabes qui sont prononcées, tu sais, parce que c'est plein de traductions, des dessins animés, toutes sortes d'affaires. Et comment veux-tu que ça vienne soutenir le développement du langage dans ce contexte-là? Il n'y a pas d'échange, là, tu sais. Donc, retarder le plus longtemps possible la mise tard. en contact avec l'écran. Oui, un peu plus tard. Ouais. Mais je veux dire, oui, permettre des usages au niveau des écrans, tu sais, plus jeunes que ça. Oui, c'est correct, mais pas
pas toutes les sortes d'usages, puis pas de façon autonome, tu sais, avec l'accompagnement, que ce soit réfléchi, qu'il y ait une intention en arrière, puis pas de façon passive. Tu sais, l'enfant qui, j'entendais une enseignante me dire que plusieurs de ses élèves, au premier cycle du primaire, lui confient que, ah oui, le soir, c'est plus une histoire avec maman ou avec papa, c'est plus un petit moment réconfortant, je visionne des vidéos pour Ah oui. m'endormir. Tu sais, il y a comme quelque chose là-dedans. On dirait qu'on passe à côté de quelque chose, tu sais, sur le plan développemental. En tout cas, c'est ma perception. Ben, c'est bien, merci. Je pense qu'Andréane, tu voulais. Ben, simplement pour ajouter qu'il y a des modèles, il y a des pays qui ont choisi des entrées progressives. Par exemple, oui, c'est pas d'écran avant 3 ans, ensuite pas de télévision avant 3 ans, pas d'écran avant 6 ans. Donc, nous, c'est tout ou rien. Comme, tu sais, mais la France et la Belgique, notamment, là, il faut que je m'en souvienne. C'est pas de télévision avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans, pas de réseau social avant 12 ans. Fait qu'ils font ça de façon progressive, justement, parce qu'ils considèrent que chacune des utilisations requiert un niveau de maturité plus important chez l'enfant. Donc, ils ont une vision vraiment plus développementale, puis plus progressive de l'intégration des écrans dans le cursus développemental, ce qu'on n'a pas encore développé ici au Québec. Peut-être que ça serait une avenue là, à regarder. Merci. Et si vous me permettez, je vais faire un petit mot de fermeture à titre de présidente du comité administratif de l'Observatoire, en toute humilité, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contenu. Je n'ai pas pu faire un condensé là, aussi complet que j'aurais voulu, mais en tout cas, ça va comme suit. Ce colloque sur le temps d'écran nous aura permis de faire un constat sur les pour et les contre de l'utilisation importante du temps d'écran chez nos jeunes et de la sédentarité qui l'accompagne. Bien sûr, il y a beaucoup de nuances à apporter. Il n'y a pas de recette miracle. Mais surtout, nous aurons pris conscience collectivement de l'urgence d'initier une prise de conscience chez les jeunes, mais aussi auprès des parents et intervenants qui agissent ou qui sont censés agir comme modérateurs et comme modèles auprès des jeunes. Heureusement, le Centre de services scolaires Saguenay-Lac-Saint-Jean a déjà commencé à y œuvrer. On y revient encore, l'activité physique demeure sans contredit une solution pour substituer au temps d'écran et comme réponse à la sédentarité. Chose certaine, le sujet n'est pas épuisé. Il s'agit d'une responsabilité collective. Encore beaucoup de projets pourront naître de ces initiatives et de ces connaissances. Le milieu scolaire demeure un lieu privilégié pour développer chez nos jeunes la littératie numérique. Je tiens à vous remercier de votre présence à ce colloque. Merci beaucoup.